à tous, bienvenue dans votre émission Une pensée au bercail. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Karine Matondo Kwanzambi, présidente de l'ASBL Spina Bifidas, et le docteur Mamay, chef de service au sein de l'hôpital Bracops à Anderlecht. Madame Karine, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre association Spina Bifidas? Spina Bifidas, c'est une association de droit belge œuvrant en Belgique et en Afrique, notamment en République démocratique du Congo. Elle vient en aide aux enfants malades de Spina Bifida. Merci Madame Karine pour cette brève présentation. Donc aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir le docteur Mamay qui va nous expliquer en détail en quoi consiste la maladie Spina Bifidas. Docteur Mamay, bonjour. Bonjour. Voilà, chers auditeurs, bonjour à vous tous. Nous sommes là pour vous expliquer un peu la maladie qu'on appelle Spina Bifida. Donc, c'est une maladie qui est tout à fait pédiatrique. Elle peut aussi concerner les adultes. Elle est provoquée par une malformation congénitale qui touche la colonne vertébrale et aussi la moelle épinière. Elle concerne surtout les enfants à la naissance et comme conséquence, on a de multiples signes, notamment l'hydrocéphalie, qui est en fait une augmentation du volume du cerveau qui se caractérise par une espèce de macrocéphalie, donc une grosse tête, si on peut l'appeler. On peut aussi avoir comme deuxième conséquence une conséquence au niveau du système urinaire, parce que les enfants ont une incontinence urinaire, s'il vous plaît. On peut aussi avoir une troisième conséquence, c'est une incontinence au niveau digestif. Donc les enfants ou les adultes qui ont cette maladie ont des pertes des urines et des pertes des selles de façon tout à fait incontrôlée. Alors l'autre conséquence est sur le plan social. Comme les enfants ont des handicaps sur le plan moteur et sur le plan psychologique, il y a des difficultés de langage, il y a parfois aussi des difficultés au niveau de la marche. Et ces enfants sont tout à fait handicapés et ils se retrouvent dans la société avec comme conséquence en fait un repli sur soi. Donc il y a des conséquences sur le plan moteur et sur le plan encéphalique. Donc ces enfants sont pris en charge par les hôpitaux dans des pays développés, mais dans nos pays, notamment en Afrique et surtout en République démocratique du Congo, ces enfants sont pratiquement abandonnés à eux-mêmes. Il y a quelques enfants qui sont pris en charge, ce sont des enfants qui sont nés de familles un peu aisées, mais la plupart des enfants que l'association suit, c'est des enfants qui sont tout à fait pauvres et qui sont parfois abandonnés à eux-mêmes avec comme conséquence parfois un manque d'hygiène. Ce manque d'hygiène peut se traduire par des infections urinaires, parfois par des choses un peu parfois lamentables. C'est que les selles ne sont pas vidangées complètement, avec comme conséquence parfois des infections au niveau du tube digestif. Donc les enfants peuvent avoir des abcès au niveau de l'intestin. Les enfants peuvent avoir aussi des abcès au niveau de la vessie, parce que les vessies ne sont pas vidées complètement. Voilà tout ce qu'on peut vous dire en quelques mots, le Spina Bifida. Il y a évidemment des conséquences sociales. C'est qu'évidemment, si l'enfant n'est pas pris en charge à temps, ben évidemment, l'enfant va tomber malade et cette maladie peut aussi conduire à la mort. Alors, si on les prend en charge, c'est vrai que on va faire appel à la neurochirurgie, qui est déjà une discipline qui est très compliquée, où parfois les résultats sont décevants. Merci Dr Mamay pour ces informations plus que complémentaires. Alors Karine, quelles sont concrètement vos actions ici en Belgique? Nous avons notre bureau ici en Belgique. Nous faisons des activités, nous faisons la sensibilisation au niveau de la population, du public bruxellois. Nous avons notre siège social ici à Molenbeek.
sur la rue de la Colonne 54. Nous faisons des activités de sensibilisation au niveau du public bruxellois. Et nous menons des activités en Afrique, en RDC. Là, en RDC, nous sensibilisons les familles qui ont des enfants malades, et nous les prenons en charge pour les soins médicaux. Nous avons déjà reçu 35 enfants qui ont été soignés et aidés par l'association. Nous avons aussi notre site d'agriculture à Songololo, là où nous faisons l'agriculture qui aide ces parents pauvres qui ont des enfants malades. Nous avons déjà aidé un enfant qu'on a pris dans la rue, et cet enfant qui est né avec spina bifida, qui n'avait pas été soigné. Et à la mort du papa de cet enfant a été rejeté dans la rue, soit disant qu'il était sorcier. Grâce à l'association, cet enfant a été récupéré et on l'a amené à l'hôpital. À l'hôpital, il a été soigné par les frères de l'association. Et cet enfant, aujourd'hui, il est en vie, il a repris le sourire. Il étudie, il fait la couture. Merci Karine pour ces informations concernant vos activités ici à Bruxelles. C'est vraiment une noble cause qu'on soutient, car c'est assez difficile pour vous, étant donné que vous n'avez pas les moyens nécessaires. Mais néanmoins, nous vous trouvons courageuse pour votre énergie, votre investissement ici, tant bien au Congo. Alors docteur, est-ce qu'il existe un remède contre le spina bifida? En principe, il n'y a pas de remède. Dans des pays développés, une échographie peut permettre de poser déjà un diagnostic dans le sein maternel. À ce moment, évidemment, on alerte la famille et si la femme veut garder la grossesse, elle accepte. Mais généralement, l'expérience que nous avons ici dans des pays développés, les femmes optent pour l'avortement parce qu'évidemment, la prise en charge d'un enfant qui atteint de spina bifida dépasse un peu les efforts humains. Alors, nous savons que chez nous, au Bercail, nos papas, nos mamans aiment se soigner avec des herbes traditionnelles. N'est-ce pas dangereux pour ces personnes de se soigner avec des herbes traditionnelles? Oui, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, cette maladie n'a pas de traitement médical. Le seul traitement médical qui existe, c'est vraiment la chirurgie. Il faut développer la chirurgie. C'est comme ça que beaucoup de pays, notamment quand vous allez en Tunisie, par exemple, on prend ces enfants, on les opère en Israël. Donc, dans notre cas, je pense qu'on devrait aussi s'appuyer sur cette expérience d'autres pays africains qui prennent ces enfants, qui les regroupent au sein d'une association et on les transfère ici en Belgique, par exemple à l'UCL ou à Erasme, on peut les opérer. Quelque temps après, on le remet entre les mains de la famille. C'est vraiment la seule option qu'on peut obtenir actuellement. Vraiment, il y a quelques cas qui se sont opérés à Kinshasa, mais évidemment avec des conséquences aussi, en sachant que nous n'avons pas un service de chirurgie, de neurochirurgie qui est très développé, avec des résultats qui sont un peu mitigés. Parfois, on réussit, parfois, on échoue. Est-ce que vous avez un message concret à faire passer à nos mamans? Non, maman, c'est un message, je pense que c'est un message qui est global. Il faut d'abord donner un message au gouvernement, aux gouvernements africains, pour que nous puissions nous occuper de tous ces handicaps. Parce que le spina bifida n'est pas le seul handicap des enfants. Il y a des enfants qui naissent avec d'autres malformations, mais on voit que ces familles sont abandonnées à elles-mêmes. L'État n'intervient même pas. Donc, s'il y a un message, des messages à donner, c'est d'abord au gouvernement, que nous puissions nous prendre vraiment en charge, qu'on respecte la vie humaine. Parce que ces gens qui sont nés avec ces malformations, c'est quand même des hommes comme nous, en dehors de leurs malformations. Donc il faut que le gouvernement mette un peu de moyens pour aider ces enfants-là. Deuxième message, c'est à partir des familles. Je pense que si les familles se retrouvent dans ce genre de conséquences, il faut évidemment faire jouer ce qu'on appelle la solidarité familiale. Il faut que les oncles maternels ou paternels puissent
intervenir financièrement pour qu'une solution chirurgicale soit trouvée pour aider ces enfants-là. Donc tout revient en fait en termes d'argent. Il faut qu'il y ait des moyens pour qu'on puisse aider ces enfants-là. Et ces moyens peuvent venir soit des associations comme ça, soit évidemment du gouvernement. Alors, comme dans nos pays, nos gouvernements sont un peu sans-foutistes, donc on se retourne vers des associations, vers des citoyens que nous sommes, pour que nous puissions aider ces enfants-là. Vous ne pensez pas que les premières personnes qu'on doit sensibiliser, qu'on doit informer sont les pasteurs? Mais c'est-à-dire que ce sont ici, on se rend compte chez nous que le diagnostic n'est pas connu. Donc, dès que l'enfant naît, tout le monde est étonné que voilà, il y a une malformation. Donc, il faut prendre la gestion de ce cas de façon tout à fait brutale. Donc, la maman n'est pas informée pendant la grossesse, elle est informée seulement à l'accouchement. Alors évidemment, ça c'est difficile de donner une information comme ça brutalement à quelqu'un qui n'a pas été préparé. Si on est préparé, on peut préparer l'information et puis essayer d'informer les familles. Mais ici, on est brutalement, on ne sait pas, il y a une grossesse qui évolue et à l'accouchement, on se rend compte que l'enfant qui naît a une malformation. Donc il faut savoir gérer ça sur place. C'est comme ça que je dis que si nos gouvernements pouvaient prendre ça en charge, ça serait une bonne chose. Et comme nos gouvernements ne le font pas, je pense qu'il faut se retourner vers des associations comme la nôtre, celle des Karine, parce qu'à l'époque, vous savez, quand l'Église catholique qui a colonisé l'Afrique existait, toutes ces choses étaient prises en charge par les curés et par les paroisses. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des églises en Afrique, mais l'action sociale n'est pas du tout en premier lieu. Hein, les gens sont là, les pasteurs, donc il n'y a personne qui s'occupe de ce genre de situation. Donc je pense qu'il faut, nous devons nous retourner vers nos gouvernements. Donc retourner au bercail. Oui, au bercail. Ouais. Mais je pense que la question c'est de voir un peu quel est le rôle de la diaspora. Ah, oui. Hein, le rôle de la diaspora. Vous savez, quand vous prenez un pays comme Israël, Israël c'est un pays qui vit avec l'argent qui vient de la diaspora juive qui est aux États-Unis. Mais alors, nous avons pas la malchance, nous avons quand même cette chance-là d'être sortis du pays et d'avoir quelques moyens, même s'il y a beaucoup d'impôts ici, mais nous pouvons arriver ne fût-ce que 10 euros. Hein, vous savez, ce n'est pas beaucoup. On demande 10 euros, vous donnez, et puis ça peut aider quelqu'un. Et là, il faut rendre hommage à des pays comme la Belgique, où les mutuelles, par exemple, hein, ce que vous cotisez, par exemple, cet argent que vous cotisez, vous ne savez pas qui va être soigné, même si vous ne tombez pas malade. Mais l'argent que vous cotisez va soigner quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et c'est ça que moi j'appelle la charité, en fait. Nous, chez nous, en Afrique, c'est plein des églises, les gens prient, mais on ne voit pas de charité, on ne voit pas d'actes concrets. Hein, les cotisations, par exemple, prendre en charge un enfant comme malformé, je pense que Karine l'a dit tantôt, c'est beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, parce qu'un enfant qui naît à Kinshasa, s'il doit aller à Songololo, c'est une grande distance. Donc la prise en charge à Songololo, il ne connaît personne. Donc les familles qui doivent se déplacer vont de problème en problème. C'est comme ça que je disais, si la diaspora que nous constituons peut essayer de contribuer à aider ce genre d'association, ça serait vraiment une bonne chose. Parce qu'une diaspora, ne croyez pas que c'est du hasard. Quand vous voyez Israël, sur le plan militaire, sur le plan économique, Israël est devenu une grande puissance en Asie. C'est grâce aux aides qui viennent des Juifs qui sont éparpillés dans le monde. Et ça, c'est un message que vraiment je dois donner à tout le monde. Il faut que notre diaspora devienne participative. Pas aller faire des marches, aller casser des choses, mais nous devons poser des gestes concrets. Des gestes vraiment concrets. Parce que là, je vous parle parce que je reviens du Congo. Je fais un voyage chaque année. Je vois vraiment que notre pays est en train de mourir. Alors, maman Karine, est-ce que vous avez un message concret à faire passer à la diaspora? Moi, je voulais dire ceci, que la diaspora pouvait aider l'association, comme le docteur vient de dire, de donner, de participer n'importe le peu qu'ils ont. Parce que laisser l'association seule, l'association n'a pas de subsides. On sait qu'on ne donne plus de subsides. Mais l'association doit fonctionner. Il va fonctionner comment si le diaspora ne participe pas?
Et je voulais demander aux diasporas s'ils pouvaient participer à aider l'association. Comme l'association, c'est une nouvelle association, à peine 2 ans. Donc la diaspora qui a déjà fait beaucoup d'années pouvait soutenir l'action de Spina Bifida. Et si on veut vous aider, que ce soit financièrement parlant ou moralement parlant, est-ce que vous avez un compte en banque? Est-ce que vous avez un contact? On peut vous contacter? Oui, nous avons un contact et un compte en banque et au nom de l'association. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site www.spinabifidas.com et le numéro de compte bancaire. Merci Maman Karine pour votre présence sur notre plateau. Merci Dr Maïmaï pour vos informations plus que complémentaires. C'était votre émission Une pensée au bercail.